Covid-19, une leçon de la nature. Je voudrais, en cette période de confinement planétaire de l'espèce humaine, sous la menace de la pandémie du coronavirus 19, vous proposer en quelques minutes une réflexion qui m'est inspirée par cet événement. Il me semble que pour tirer toutes les leçons, que cette pandémie qui paralyse aujourd'hui l'économie, les nations, les États, les peuples, les individus à travers la planète, il faut répondre à 3 questions. Première question, qu'est-ce que la nature? Alors, la nature écrite vraiment avec une grande lettre N. Deuxième question, comment l'humanité, notre espèce, a-t-elle vécu dans la nature jusqu'ici? Et puis, troisième question, quelles leçons la nature est-elle en train de nous donner? Quels enseignements nous pouvons tirer de la virulence de cette pandémie qui vient de provoquer au minimum 30 000 morts à travers le monde et qui semble promettre d'en produire davantage? D'abord, la nature. En fait, il y a 2 façons de définir ce mot, qui vient du latin natura, nascere, qui veut dire naître. La nature, c'est ce qui est né par soi-même, c'est ce qui existe par soi-même. Cette réalité qui existe par soi-même et qui englobe finalement toutes les réalités dont nous pouvons avoir l'expérience, elle a 2 aspects, la nature. Elle désigne d'un côté le monde physique, celui qui tombe sous les 5 sens, sous la vue, sous l'ouïe, sous le goût, sous l'odorat, sous le toucher. Et nous voyons très bien que le monde physique, il est régi par ce qu'on appelle des lois de causalité. Ce sont ces lois de causalité que nous apprenons en sciences physiques, que nous apprenons en géographie, que nous apprenons en mathématiques, que nous apprenons dans l'ensemble des sciences qui s'enseignent de l'école maternelle jusqu'à l'université. Toutes ces sciences peuvent être regroupées sous ce qu'on appelle le principe de causalité. C'est-à-dire que les phénomènes naturels sont régis par des enchaînements dans lesquels il y a des effets et puis des causes. C'est la nature au sens physique ou sensible du terme. Mais on voit très bien que si le monde physique est régi par des lois de causalité, du genre il n'y a pas de fumée sans feu, du genre à 100 degrés Celsius, dans un certain nombre de conditions, l'eau se met à bouillir, si de telles lois de causalité régissent la nature, cela indique que la nature, à un niveau qui n'est pas nécessairement visible sous nos sens, la nature serait donc régie par d'autres principes, des principes qui ne sont pas immédiatement perceptibles par l'intelligence, des principes d'un monde qui serait celui de l'intelligence cachée de la nature. Alors on parle de la nature au sens métaphysique, la nature suprasensible, qui se distingue de la nature sensible ou physique à laquelle nous sommes tous habitués en utilisant nos 5 sens. Cette nature métaphysique, c'est-à-dire au-delà de ce qui est visible, cette nature invisible, cette nature cachée, cette nature suprasensible, elle n'est plus régie par ce qu'on appellerait des lois de causalité. Elle est régie par des principes d'organisation. Là, ce ne sont plus des lois de causalité, ce sont des principes. Et ces principes eux-mêmes renvoient à une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, à l'intelligence animale, à l'intelligence végétale, à l'intelligence minérale, à l'intelligence atomique, une intelligence qui coordonnerait toutes ces intelligences. C'est cette intelligence qu'on a parfois appelée la nature avec N majuscule, ou que les religions appellent Dieu, ou que les philosophies appellent Dieu, l'absolu, l'être des êtres, l'être suprême, etc. Donc, dans cette première partie de ma réflexion, j'espère avoir clairement indiqué que la notion de nature a 2 aspects. Un aspect visible, c'est la nature physique, la nature sensible, ce que nous voyons, et un aspect invisible, c'est la nature métaphysique, la nature suprasensible,
celle à laquelle nous ne pouvons accéder que par la réflexion, par l'intelligence. Alors, nous passons à la deuxième partie de notre réflexion. Comment l'humanité a-t-elle vécu dans la nature? Certes, il y a eu des communautés humaines et il y a des communautés humaines qui se sont toujours efforcées d'être en harmonie avec la nature. C'est-à-dire de vivre dans la nature sans la détruire au risque de se détruire elle-même. Mais ce qu'on doit reconnaître, c'est que ces communautés-là sont minoritaires dans l'histoire de l'humanité. Le phénomène majoritaire dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'humanité s'est comportée dans la nature jusqu'ici, principalement comme étant propriétaire de la nature. L'un des plus grands penseurs de la France, qui a inspiré la philosophie, la science, la technique et même la politique de l'Occident qui domine encore le monde aujourd'hui, eh bien, s'appelle René Descartes. Et Descartes disait que la vocation de l'humanité, c'était qu'à travers la science et à la technique, eh bien, nous, êtres humains, devenions maîtres et possesseurs de la nature. Je cite ainsi René Descartes de mémoire. Et c'est ce rêve de maîtrise et de possession de la nature qui a motivé le progrès fulgurant des sciences et techniques, les progrès de la médecine, les progrès de l'économie, les progrès même de la guerre. Bref, tous les progrès scientifiques et techniques en tout domaine ont été en très bonne partie inspirés par le rêve d'une humanité qui deviendrait maîtresse et propriétaire de toute la nature. D'ailleurs, les deux grands systèmes économiques qui se sont imposés depuis plusieurs siècles sur la Terre, à savoir d'une part le système capitaliste et d'autre part le système socialiste, ces deux systèmes ont quelque chose de commun. C'est que tous ces systèmes-là étaient habités et demeurent habités par le rêve que l'homme soit le propriétaire et le maître de la nature à travers la science et la technique et à travers donc la production indéfinie des richesses. Le capitalisme considère que le profit est le but de l'existence humaine, c'est-à-dire l'accumulation sans fin de nouvelles richesses. Par conséquent, il s'agit de posséder sans fin et de courir sans fin à la possession de la nature. Tel est l'esprit du capitalisme. Une accumulation indéfinie, une accumulation sans fin, sans limite de richesses. Le socialisme considère que l'homme doit produire des richesses, mais il doit produire des richesses pour satisfaire les besoins de consommation de toute la société humaine. Donc, le socialisme se distingue du capitalisme par le fait que le socialisme exige la redistribution des fruits de la production, une redistribution équitable entre tous les hommes des fruits de la production. Mais le point commun entre le socialisme et le capitalisme, c'est que tous les deux sont d'accord sur l'idée que la finalité de l'espèce humaine, c'est de produire sans fin des richesses. Dans le capitalisme, elles vont profiter à ceux qui possèdent le capital, et dans le socialisme, ces richesses doivent être redistribuées à toute la société humaine. Socialisme, doctrine qui favorise l'égale répartition des productions, des richesses de la terre entre les êtres humains. On voit donc que dans les deux cas, le socialisme et le capitalisme sont d'accord autour de ce qu'on appelle le productivisme, c'est-à-dire l'idée que la finalité de la vie humaine sur la Terre, c'est de produire des richesses, de posséder des richesses, c'est d'être propriétaire, pas seulement de la Terre, mais de la nature. Les rêves de conquête de l'espace dans le système solaire, les rêves de conquête de l'espace universel sont habités et ont inspiré le lancement des grandes recherches aéronautiques, aérospatiales de l'humanité, des grandes puissances du monde, que ce soit les puissances européennes, américaines, chinoises, asiatiques, toutes les puissances qui se sont élancées dans l'univers, s'y sont élancées littéralement dans une ambition de conquête. On parle de la conquête spatiale, on parle de la conquête planétaire, et d'ailleurs si vous regardez l'histoire de la rivalité entre les satellites dans l'espace autour de la Terre, dans l'espace autour de notre planète, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit vraiment d'un domaine où il y a encore des rivalités de conquête. Donc, l'humanité s'est comportée, depuis lors,
Elle se comportait depuis plusieurs siècles comme une propriétaire de la terre. Et il y a une autre image que je retiens pour décrire le comportement de l'humanité sur la terre. Elle s'est comportée comme si la terre, la nature, était un disponible de richesses sans fin. Richesse sans fin que l'humanité n'aurait comme finalement possibilité ou comme mission que d'exploiter. Comme si l'humanité était un immense frigidaire qui est constamment rempli et dans lequel on peut sans cesse se servir. Donc en fait, je reprendrai ici une image de Jean La Fontaine dans la fable de la cigale et de la fourmi. C'est l'image dans laquelle Jean La Fontaine montre une cigale et une fourmi qui parlent. Pendant que le temps était très beau, pendant qu'il y avait abondance, la cigale passait tout son temps à danser. Pendant que la fourmi, quant à elle, économisait en se disant que l'hiver, c'est-à-dire une période où la nature est beaucoup moins abondante, où elle est beaucoup moins généreuse, viendrait. Donc la fourmi a été prévoyante, elle n'a pas dépensé, elle n'a pas entièrement consommé pendant que les temps étaient favorables ce dont elle aurait besoin pour survivre, alors que la cigale, quant à elle, bien sûr, a passé son temps à dépenser. Elle n'a pas prévu l'avenir, elle n'a pas anticipé sur l'avenir. Elle se disait que la terre continuerait de lui fournir ce qu'il faut pour vivre joyeusement. Eh bien, le mode de vie dépensier et complètement compulsionnel qu'elle s'est donné. Malheureusement, quand l'hiver vient, la cigale n'a plus rien à manger et elle va voir la fourmi. Et alors la fourmi lui pose cette question que La Fontaine reproduit si bien pour nous faire réfléchir. Que faisiez-vous pendant l'été, madame la cigale? Et la cigale de répondre, je chantais pendant tout l'été. Et la réponse de la fourmi à la cigale, c'est eh bien maintenant que nous sommes en plein hiver et que vous n'avez plus rien à manger, dansez. On peut dire effectivement que l'humanité a été cigale. L'humanité a été fourmi, elle a vécu jusqu'ici comme une fourmi sur la terre. Je veux bien maîtriser la métaphore. L'humanité a vécu systématiquement comme une cigale sur la terre. Et en fait, on va voir dans la dernière partie de cet exposé qu'il serait intéressant que l'humanité s'inspire de la fourmi. L'humanité a été cigale. Elle a été cigale pendant des siècles et même des millénaires. Et la terre la regardait littéralement comme une espèce de fourmi. Une fourmi remplie de sagesse. Et c'est cette sagesse de la terre qui est en train de s'exprimer à travers un nouveau cycle de phénomènes qui remet en cause le modèle de pensée et le mode de vie de l'espèce humaine. J'en viens donc à la troisième partie de cet exposé, de cette réflexion. Quelle leçon la nature est-elle en train de nous donner? Nous avons eu les tsunamis, nous avons les inondations, nous avons les ouragans, nous avons le réchauffement climatique, nous avons beaucoup de phénomènes qui ont été déclenchés en réaction de notre planète au mode de vie que nous avons cru lui imposer. Et alors que plusieurs signes se multipliaient, qu'il y avait un problème dans notre rapport à la planète, dans notre rapport à la nature, nous n'avons pas voulu entendre. Voilà pourquoi les signes que la nature, que la planète sont en train de nous renvoyer sont de plus en plus violents. Un peu comme si notre insouciance et notre irresponsabilité avaient déclenché, non pas simplement sur le plan des lois physiques, mais en fait sur le plan des lois métaphysiques. Sur le plan des lois métaphysiques, c'est-à-dire des principes de la nature cachée, dont je parlais dans la première partie de cet exposé, tout se passe comme si nous avons tellement enfreint ces lois que cette nature cachée est en train d'ordonner d'une autre façon la nature sur le plan physique afin de répliquer à l'espèce la plus dévastatrice de cette planète. Alors, je voudrais maintenant indiquer les leçons que la nature est en train de nous donner. Mais la nature au double sens, de nature physique et de nature métaphysique. La nature telle que nous la voyons, là, avec nos yeux, avec nos cinq sens. Et puis la nature cachée, c'est-à-dire celle qui relève du domaine des principes de l'intelligence suprême et cachée qui coordonne d'une façon ou d'une autre, selon ce qu'on peut appeler une loi qui est à la fois une et multiple, l'ensemble des phénomènes que nous pouvons imaginer, observer, penser.
Première leçon, la nature avec grande N, c'est-à-dire la nature physique et la nature métaphysique, nous apprend que nous sommes des locataires de la vie terrestre. Nous sommes des passagers et non des propriétaires de cette planète. Je crois que cette leçon est très claire. Et quelque part, nous sommes donc invités à nous comporter comme des passagers, comme des propriétaires. C'est-à-dire à bénéficier de la vie sans nous en accaparer. Lorsque vous êtes locataire et que vous n'êtes pas propriétaire d'une maison, d'un appartement, d'un bien, vous en usez de telle façon que vous puissiez le rendre dans le meilleur état possible. Parce que si vous ne le rendez pas dans le meilleur état possible, la facture de la détérioration du bien qui vous a été provisoirement confié vous sera adressée. Voilà l'état d'esprit que les événements qui se précipitent actuellement nous invitent à adopter. Deuxième leçon. La nature nous apprend que la Terre peut vivre sans l'humanité, mais pas l'inverse. L'humanité ne peut pas vivre sans la Terre. Mais la Terre, elle, peut vivre sans l'humanité. La preuve, les hommes sont confinés dans les maisons. Les hommes sont confinés, cachés littéralement dans leurs bunkers, cachés dans leurs hôpitaux, cachés dans leurs laboratoires, cachés dans leurs chambres médicalisées, alors que se baladent dehors toutes les autres espèces. Les végétaux sont au dehors, ils ne se sont pas calfeutrés. La plupart des animaux sont au dehors, ils ne se sont pas calfeutrés. D'ailleurs, beaucoup d'animaux vivent avec le coronavirus. On l'a vu avec les pangolins, les chauves-souris, qui vivent tranquillement avec tout cela. Et c'est l'humanité qui aujourd'hui, après avoir étouffé la planète, qui est en train d'être étouffée et étranglée par la planète. Donc, en fait, la Terre nous dit, la planète nous dit, la nature nous dit, je peux vivre sans les humains, mais les humains ne peuvent pas vivre sans moi. Nous pouvons prendre ce message comme étant un contre-coup de la pratique matérielle de l'humanité, du comportement de l'humanité sur le plan physique, avec les lois physiques. Mais nous pouvons aussi prendre cela comme un message profond venu de cette dimension suprasensible, métaphysique de la nature, de cette intelligence cachée, mais non moins effective de la nature, dont je vous parle depuis le début de cet exposé. Et à ce moment-là, c'est bel et bien un message. C'est bel et bien un message signifiant. Si nous sommes athées, c'est-à-dire si nous ne pensons pas qu'il existe une intelligence créatrice de l'univers, si nous sommes athées, c'est-à-dire que nous sommes matérialistes, au minimum, nous voyons que le modèle de cohabitation matérielle avec la nature physique ne marche plus. Nous devons le réformer. Si nous ne sommes pas simplement matérialistes, et si nous sommes convaincus qu'il y a bel et bien une intelligence cachée de la nature, une intelligence supérieure de la nature, au-delà des seuls principes de causalité qui régissent le plan physique, si nous sommes convaincus qu'une telle intelligence existe, alors nous sommes obligés de considérer que les leçons qui nous sont adressées par la nature sont aussi des messages. Comme si nous étions en quelque sorte visités par des anges messagers. La Terre peut vivre sans l'humanité, mais l'humanité ne peut pas vivre sans la Terre. Ça, c'était la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est que les égoïsmes individuels, nationaux, raciaux, entre guillemets, car en réalité, il n'y a qu'une race humaine. Les égoïsmes individuels, nationaux, raciaux, régionaux, les égoïsmes politiques, économiques, etc., d'où qu'ils viennent, peuvent conduire toute l'humanité à sa perte. Et l'humanité est mise en demeure de choisir entre un mode de vie suicidaire et un mode de vie qui lui permette de transmettre aux générations futures, eh bien, l'allocation du passage sur cette terre. Et voilà pourquoi, pour moi, il y a une quatrième leçon qui est importante. L'humanité, qui jusqu'ici a développé une extraordinaire connaissance des sciences de la matière, donc des sciences du monde physique, toutes sciences qui appartiennent au domaine de la loi de causalité. L'humanité est invitée maintenant à progresser dans l'éducation de ces jeunes générations, en éduquant ces jeunes générations à la maîtrise des principes métaphysiques, c'est-à-dire des principes qui appartiennent à la nature cachée de l'univers, les principes qui appartiennent au monde métaphysique, au monde suprasensible, lesquels principes en réalité coordonnent les principes du monde physique que nous voyons.
Mais quels sont ces principes? Il y en a quelques-uns. Le principe d'intelligence. Il faut s'efforcer de comprendre le fonctionnement de la nature. Comprendre le fonctionnement de l'homme lui-même, de la nature, et le fonctionnement, eh bien, autant que possible de l'univers tout entier. Il faut que cette compréhension soit transmise de manière plus précise de génération en génération. Un principe métaphysique important, c'est le principe d'équilibre, qu'on peut traduire par la notion de justice. La justice n'est pas qu'un principe social à pratiquer entre les hommes. La justice est aussi un principe cosmologique, un principe cosmique que l'humanité comme espèce doit pratiquer envers les autres espèces, envers la nature et envers l'univers dans lequel elle est insérée. Le principe de solidarité. Nous voyons très bien que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous sommes en relation. Vivre, c'est être en relation. Et nous avons à prendre en compte l'impact de notre mode de relation avec les autres. Pas seulement avec la société humaine, mais avec les sociétés animales, avec les sociétés végétales. J'ai vu des scènes terribles sur Internet ces dernières années. Des hommes qui cuisent des animaux alors que ces animaux sont vivants. Un homme qui prend plaisir et qui filme un chien vivant qu'il est en train de cuisiner. Tout cela nous amène à réfléchir sur ce que nous sommes en train de devenir. Nous, êtres humains, nous, espèces humaines sur la planète. Nous devons revisiter le principe de solidarité, qui est un principe métaphysique. Je pense aussi au principe de reconnaissance. L'humanité doit reprendre conscience de ce qu'elle doit au monde animal, de ce qu'elle doit au monde végétal, de ce qu'elle doit au monde minéral, de ce qu'elle doit au monde atomique, au monde quantique, et puis de ce qu'elle doit au monde métaphysique. Principe de reconnaissance. Enfin, il me semble qu'il y a un sentiment qui doit résolument dominer dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les pratiques humaines. Un sentiment qui est généré par la pratique de l'intelligence, de la justice, de la solidarité et de la reconnaissance. Ce sentiment noble, c'est le sentiment d'amour. Aimer, c'est reconnaître que je ne suis rien sans l'autre. L'autre en question, c'est-à-dire la nature métaphysique et suprasensible. Aimer, c'est reconnaître que je ne suis rien sans cet autre qu'est l'autre humain, avec lequel je vis. Qu'il soit chinois, japonais, américain, africain, européen ou quoi que je veuille. Je suis redevable de l'autre. Et ce sentiment d'amour, qui est le fondement de la reconnaissance, de la solidarité, de la justice et de l'intelligence, doit dominer. Il doit prendre le pouvoir en nous, parce que c'est un sentiment positif, créateur, qui nous permettra de réformer notre relation avec la nature, notre relation avec l'humanité, notre relation finalement avec la vie. Une vie vécue dans le respect des principes métaphysiques d'intelligence, de justice, de solidarité, de reconnaissance et d'amour est une vie qui va être beaucoup plus pleine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus posée, beaucoup plus assise, beaucoup plus créatrice. Une vie aimée et aimante. Voilà ce que m'inspire le phénomène de la pandémie du Covid-19, une véritable leçon de la nature, avec grande haine à l'espèce humaine. Nous sommes le 30 mars 2020.